Profitez de la traduction simultanée. Scannez le QR code et connectez vos écouteurs. Enjoy simultaneous translation. Scan the QR code and connect your earphones. Ça me fait très plaisir de vous voir nombreux pour un sujet effectivement assez passionnant, la gastronomie française, nos traditions. Emblème de la gastronomie mondiale, la grande cuisine française est-elle toujours en phase avec les attentes d'aujourd'hui ? Face à la montée des tendances street food dont nous avons déjà parlé ici même et les influences internationales, elle doit évoluer, cette cuisine française, pour survivre malgré l'effort de créativité des chefs. Alors, déclin ou renaissance, quel sera l'avenir de cette tradition culinaire ? Nous allons tenter d'y répondre avec trois invités. André Terrail, propriétaire de la Tour d'Argent, Loïc Bianassi, historien de l'alimentation, et Nicolas Châtenier, auteur et expert de la gastronomie. Prenez place. André, si vous voulez vous asseoir sur le fauteuil. Est-ce que vous êtes confortablement installé ? Nickel. Alors, si vous avez soif, il y a de l'eau devant vous. Vous avez des micros qui fonctionnent. On commence toujours par un rapide tour de table pour que chacun puisse lui-même se présenter, pour que le public puisse un peu mieux vous connaître avant que nous commencions nos échanges. Nicolas Châtenier. Bonjour à tous. Donc Nicolas Châtenier, je suis un auteur, observateur de la cuisine depuis plus de 20 ans maintenant et consultant. Merci. Loïc Bianassi. Bonjour, merci de votre invitation. Moi, je suis historien. Je travaille au sein de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à l'Université de Tours. Et puis, je mène à la fois des recherches autour de on va dire, du concept de patrimoine alimentaire, de l'émergence des cuisines régionales, et puis des publications plus grand public. Voilà, j'essaye de jouer sur les deux tableaux, on va dire. Et vous avez d'ailleurs publié un livre il y a peu de temps, un très joli livre sur l'histoire de la grande histoire de la gastronomie chez Larousse, tout à fait. Il faut faire votre promo quand même, vous êtes là, il faut en profiter. Je compte sur vous, c'est bon. André Terrail, propriétaire de la Tour d'Argent, vous représentez la troisième génération des Terrail à la Tour d'Argent, l'un des emblèmes de la gastronomie française. Je pense que le monde entier connaît la Tour d'Argent. Oui, c'est une belle maison familiale, peut-être aujourd'hui la dernière grande maison familiale à Paris. On sort d'une très belle rénovation, on a été fermé pendant 15 mois, maintenant ça fait 1 an et demi. Donc on a déjà un retour d'expérience. C'est un projet de 4 ans, hein, avec le Covid, le temps passe vite, avec le défi justement d'inscrire la Tour d'Argent dans le 21e siècle, et je pense que ça va faire écho à beaucoup des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir tous les trois. La question, je la pose à vous trois. Je pense que c'est une bonne base pour installer notre débat. Quelle est votre définition de la grande cuisine française ? Nicolas, tu veux commencer ? Alors oui, je pense que c'est d'ailleurs la question essentielle à se poser avant de démarrer. C'est que la grande cuisine française, c'est une culture, un patrimoine, et c'est aussi des restaurants à la fois en France et à l'étranger. Et c'est certainement un outil essentiel de notre art de vivre et aussi de notre soft power français.
Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment un format que nous avons inventé, nous, en France, dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Hein. Enfin, Loïc va préciser, mais pour moi, la grande cuisine française, elle naît vraiment dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, avec les grandes maisons emmenées par Fernand Point, et puis ensuite, ce sera de tous les chefs de la nouvelle cuisine. Et c'est un moment où on a inventé un art de vivre, un savoir-faire. Comme la haute couture est née en France au 19e, nous, on a aussi inventé la grande cuisine française dans les années 50 en France. Et c'est un modèle qu'on a su développer, raffiner, moderniser aussi. Et c'est ça on va en parler après, de la vivacité, l'énergie que ça représente aujourd'hui, quoi. Loïc Bianassi. À vrai dire, pour compléter, moi je ferais remonter ça même plus loin parce que, en fait, le prestige, parce que c'est d'abord ça, je veux dire, c'est une aura de cette cuisine, un rayonnement international, et ce prestige, il se construit dès le XVIIe siècle. Et ça n'a jamais cessé depuis. C'est-à-dire que ça se traduit par des chefs qui voyagent à l'étranger. Dès le XVIIIe siècle, on trouve des chefs français dans toutes les grandes cours, dans toutes les grandes maisons aristocratiques européennes, hein, de Suède, Pologne. On peut trouver 10 000 exemples dans tous les pays. C'est ensuite, au XIXe siècle, non seulement au sein de l'aristocratie, mais aussi dans ce nouveau lieu que les Français ont inventé, le restaurant. Et bien là aussi, les restaurants qui essaiment un peu partout, ce sont des chefs français. Alors évidemment, souvent des restaurants plutôt de luxe, parce que il y a ça fait un peu partie de l'ADN de la cuisine française. C'est-à-dire que ce rayonnement, c'est à la fois mondial et en même temps, souvent, toujours, ça n'a concerné qu'une petite fraction des populations de tous ces pays où on trouve la cuisine française. Et ensuite, quand naît le palace, c'est un peu l'ère Escoffier. Donc en fait, de génération en génération, et après la nouvelle cuisine, la France a assuré ce rayonnement gastronomique. Et ça passe aussi par des produits. On peut parler du champagne, par exemple. Dès le XVIIIe siècle, le vin de la fête aristocratique, c'est le champagne. Donc tout ça, j'ai envie de dire, ça fait un système qui assure le rayonnement de la France. C'est des hommes, des produits, des recettes. Et ce système-là, il est en place quand même depuis, oui, au moins la fin du XVIIe siècle. André Terrail, votre définition, votre regard sur ce qu'est la grande cuisine française? Oui, alors moi j'étais presque un petit peu inquiet sur le terme de grande cuisine française. Je me demandais s'il n'y avait pas un piège ou presque quelque chose d'un petit peu passéiste, si ce n'était pas finalement la grande cuisine qui n'est plus et la cuisine d'aujourd'hui. Et absolument pas. On a une dimension indéniablement spectaculaire dans la grande cuisine, comme ce qu'a dit Loïc, un petit peu comme ce qu'a dit Nicolas, bien évidemment. Et une part diplomatique presque. On a l'impression que c'est la France qui s'implique dans la grande cuisine et qui vient affirmer son excellence, son luxe, son pouvoir, sa prééminence, qui vient se vendre à travers le monde. Et puis, il y a une dimension de luxe, bien évidemment, de moyens. La grande cuisine française, on l'imagine, je pense qu'elle est chère parce qu'il y a des moyens derrière, parce qu'il y a une qualité de produit, bien sûr, qui est dans les grands restaurants que nous avons la chance d'avoir en France et à travers le monde. Une exigence de produit, c'est le strict minimum d'avoir le bon poisson au bon moment, la merveilleuse volaille. On va dire que c'est presque un minimum requis. Et puis des équipes qui permettent de travailler, de finir, d'être extrêmement pointu sur une assiette. Et bien sûr, et je pense que c'est peut-être une des pistes, les sauces qui sont extrêmement centrales et qui demandent vite, dans des grands restaurants, beaucoup de moyens. À quel moment cette cuisine telle qu'on l'a définie ensemble, cette grande cuisine française, est-elle devenue une référence? À quel moment, je dirais, le monde entier nous a un peu regardé? Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit les uns les autres. Est-ce parce que nous avons des produits d'exception? Est-ce que parce que nous avons des sauces incroyables et aussi de grands chefs? C'est un peu ce triptyque-là qui... Oui, chacun peut répondre. Oui, moi, je daterais vraiment ça de la nouvelle cuisine, puisqu'en fait, à partir des années 70, la cuisine française essaime à travers
de l'export, du voyage, l'édition. Et donc, en fait, on est représenté dans le monde entier. C'est l'époque où Paul Bocuse fait ses premiers voyages au Japon. C'est les moments où Michel Guérard fait des interventions aux États-Unis. Et ils font à chaque fois les couvertures des médias locaux. Et donc, on a vraiment un moment où la France rayonne. Pour moi, c'est un vrai âge d'or de la cuisine française. Et ça dure des années 70-80, où on est vraiment au centre de l'attention dans le monde entier, et on forme aussi évidemment tous les grands cuisiniers de l'époque. Ça n'a pas commencé avant ça, Loïc Bianassi Moi, vraiment, je verrais une date plus précoce parce que, comme je le disais, en fait, il y a un texte fondateur qui s'appelle Le cuisinier français de la Varenne qui date de 1651. Et ce texte-là, par exemple, a été traduit en anglais. Donc, c'est déjà genre, le premier texte. Un traité fondateur où on retrouve les premières caractéristiques de la cuisine française, usage du beurre, usage de la crème. Ça paraît évident, mais c'est des choses qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que la cuisine française du XVIe siècle et la cuisine française médiévale utilisaient d'autres types d'ingrédients. Et en fait, on a des lignes de force qu'on peut suivre comme ça jusqu'à aujourd'hui. Un certain nombre de marqueurs, la séparation du sucré et du salé, des choses qui parfois ont été remises d'ailleurs en cause durant les dernières décennies. Et comme je disais, il y a ces chefs qui voyagent, il y a ces réputations de produits. Et pour moi, justement, la nouvelle cuisine, elle s'inscrit plutôt dans une tradition déjà en place. Je veux dire, Escoffier, toute sa carrière, enfin la plus grande partie de sa carrière, on est là fin 19e siècle, début 20e siècle, enfin années 20, il l'a fait à Londres, par exemple. Et il incarne l'âge des palais, le grand restaurant des palaces, le grand restaurant new-yorkais, le Delmonico, au 19e siècle, c'est un restaurant, alors en fait, tenu par des Suisses, mais qui pratiquent une cuisine française. D'ailleurs, quand on lit la carte, tout est en français, alors dans un français un peu écorché parfois, mais donc cette réputation, pour moi, elle se construit à partir du XVIIe siècle, clairement. Et en effet, ce sont des recettes, comme je disais, des hommes, des produits, et tout ça, finalement, la remise en cause de cette hégémonie, elle est assez récente. Mais jusqu'à il y a peu, aucune autre cuisine ne pouvait prétendre à ce rayonnement international. Ça peut paraître étrange, mais jamais un Italien au 19e siècle aurait dit la plus grande cuisine du monde, c'est la cuisine italienne. C'était inconcevable parce que ce n'était pas une cuisine de référence. Aujourd'hui, bien sûr qu'un Italien oserait dire ça. Est-ce que, parce que c'est vous qui parlez d'ouvrages, est-ce que ces ouvrages ont aussi contribué au rayonnement de la cuisine ? La France est-elle assez vite placée comme un pays assez productif en absolument. Absolument. C'est-à-dire que je parlais de la Varenne qui a été traduit en anglais, mais à partir du XVIIIe siècle, ça devient de plus en plus courant, alors que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a très peu de traités étrangers, voire aucun, j'ai rien qui me vient à l'esprit, si peut-être des traités anglais, au XVIIIe siècle qui sont traduits en français. À l'inverse, non seulement le français au XVIIIe siècle est un peu la lingua franca, la langue qu'en Europe les élites connaissent, mais en plus, les livres de cuisine française sont traduits dans différentes langues ou inspirent largement d'autres traités dans des traductions approximatives, des gros emprunts, etc. etc. Et ça, c'est le cas aussi au XIXe siècle. Enfin, voilà. Donc, en effet, je parlais des hommes, des produits, des recettes. Et quand je parle des recettes, un des supports, c'est évidemment les livres. Et dernier point, c'est quelqu'un comme Escoffier, quand on lit ses souvenirs, il se présente un peu comme un VRP de la cuisine française. Il dit, grâce à moi, les produits français sont réputés. Je mets un point d'honneur non seulement à, il le dit, à placer mes élèves un peu partout, mais en plus aussi à représenter, à faire connaître, à valoriser les produits français. Donc c'est pour ça que je disais que tout fait système un petit peu. Alors si on remonte tranquillement le temps et les époques, le 19e siècle, dont vous venez de parler, est une période qui semble être très très bouillonnante. On a beaucoup d'ouvertures. Alors donc la Tour d'Argent, c'est 1582. Vous me dites si je me trompe. 1582. Puis elle est détruite ensuite et reconstruite en 1830. C'est ça ? Oui. Et avant ça, pour compléter. Oui, bien sûr. Allez-y. Ce qu'a dit Loïc, la France a. Avant de découvrir le reste du monde, on a toujours considéré, comme il y a 150 ans, comme l'Europe étant notre centre du monde. Et la France était le centre de l'Europe et a bénéficié aussi de cette position géographique pour rayonner à travers l'Europe.
elle a été influencée par les cuisines italiennes, par les cuisines de la Rome antique bien avant, mais elle était bien au centre. Nous avons, avant de battre notre coulpe et de dire, voilà, nous ne sommes pas parfaits, on a 1000 choses à changer, il faut qu'on s'améliore, on prend ce petit moment de gratification. Et la France bénéficie d'une diversité de climats. On a accès à 4 mers, 5 mers, ça dépend comment on regarde les choses. On a une qualité de produits absolument exceptionnelle en toute saison. Ce que peu de pays à travers le monde ont. Alors on pourrait parler des fromages, du vin, des champignons. Il y a une quantité inouïe de produits de qualité. Donc la France démarre le jeu de la gastronomie mondiale avec un certain nombre de petits avantages clés, ce qui la positionne au sommet de la gastronomie mondiale. Ensuite, on arrive en effet à la fin du 19e. Alors nous, on est liés aussi à l'histoire du café anglais, qui était boulevard des Italiens, rue de Marivaux, qui est peut-être ça appartenait à mon arrière-grand-père, c'est peut-être un des restaurants les plus connus de cette époque. À un moment donné, nous sommes dans le Troisième Empire, où la France rayonne, et comme vous le disiez, tous les grands cuisiniers de toutes les corps d'Europe sont tous français. On ne boit que du vin français, la France est le standard. Et c'est vraiment le moment où le mythe de la gastronomie française et le mythe de Paris s'installe à travers le monde. Ouais, c'est vraiment ça, parce que vous parlez du café anglais, mais il y a aussi les frères Provençaux. Il y avait tout un tas de restaurants dans le quartier du Palais Royal, sur les grands boulevards. Enfin, il semblait avoir une effervescence incroyable. Et bien au-delà de la dimension gastronomique ou de la cuisine, c'est une période de fête. On a les petits salons, mais on a d'énormes banquets qui sont donnés aux Tuileries. C'est une période extrêmement colorée. La France a des moyens importants à l'époque, elle a encore son empire. Elle dépense sans compter pour montrer sa puissance. Et les plus beaux banquets, les plus beaux dîners, les plus beaux moments de la gastronomie française, à ce moment-là, sont vraiment à Paris. Puis le 19e siècle est aussi un siècle de technologie. Il y a une avancée technologique, il y a notamment le chemin de fer qui s'installe, donc qui permet une plus libre circulation des produits. Les poissons viennent plus vite des bords de mer, les produits remontent, les tomates arrivent à Paris. Enfin, il y a aussi tout ça qui fait que ça bouge beaucoup. C'est sûr, mais la construction, enfin de la réputation des produits, parfois est ancienne, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Je veux dire, la moutarde de Dijon, par exemple, était déjà réputée au Moyen-Âge. On parle des terroirs, mais ce qui construit aussi, à Lyon, c'est un très bon exemple. Ce qui construit aussi cette réputation, c'est finalement une sorte de cercle vertueux entre la demande et l'offre. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a Paris nationalement, parce qu'il y a une ville comme Lyon, de manière plus régionale, même si Lyon se dit capitale mondiale de la gastronomie. C'est pas ici que je vais contester ce titre. On va dire oui, c'est normal. Regardez, ces terroirs fournissent des produits de haute qualité. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette demande, il y a ces savoir-faire artisanaux que les terroirs, j'ai envie de dire, sont poussés à produire, à fournir et enclencher cette dynamique-là. Donc c'est pas simplement une sorte de déterminisme naturel, c'est tout un système qui se met en place d'offres, de demandes et qui construit ses réputations. On a l'impression aussi, puisque c'est vous qui l'abordez, ce côté régional. Il y a quelque chose qui se passe aussi toujours au 19e siècle, ça s'installe un peu. On commande les frères Provençaux, c'est pas par hasard. On évoque une région, on commence à diversifier. C'est vrai, mais alors c'est une question souvent plus compliquée qu'on imagine, la construction des cuisines régionales. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de produits régionaux ou de recettes régionales. Si on se contente de dire qu'une cuisine régionale, c'est un corpus de recettes attaché à une région, on va se contenter de dire ça, de donner ça comme définition. Ces corpus de recettes, ces spécialités, cet ensemble de spécialités, ça ne s'affirme réellement qu'au XXe siècle. Auparavant, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. La choucroute, on la trouve en Alsace depuis le Moyen-Âge. Mais où réellement on associe une contrée avec un ensemble de recettes qui détermine sa cuisine, ça c'est quelque chose qui se codifie au XXe siècle. Donc de manière assez récente. La bouillabaisse pouvait être attachée à Marseille dès le XIXe siècle. C'est un plat qu'on va qualifier d'identitaire assez tôt. Mais les livres de cuisine régionaux, par exemple, au XVIIIe siècle, ça n'existe même pas. Ils commencent à apparaître au XIXe siècle, et c'est petit à petit, fin XIXe, et surtout l'entre-deux-guerres, avec le développement du tourisme, qui joue là un rôle éminent, que se construit cette idée des cuisines régionales, où on défend ces cuisines régionales comme un atout pour les différentes provinces de France. Et en matière de
de marqueur dans l'évolution. Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est Escoffier. Je pense que Escoffier fait partie, c'est un petit peu le pilier, la transition entre le 19e et le 20e siècle. Et on en a tellement parlé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chefs qui citent Escoffier, même si on s'éloigne un peu plus de sa cuisine, il reste le père fondateur. Nicolas, un petit mot là-dessus Oui, moi je pense que Escoffier, il est encore totalement essentiel. Mais moi, ça m'a moins marqué que le moment où on a l'impression que... Parce que c'est ça, on va arriver dans le cœur du débat assez vite, c'est la question de la globalisation, l'évolution des échanges, et donc effectivement à quel moment on est nous confrontés à une nouvelle concurrence, quoi. Et ça, c'est vrai qu'à l'époque d'Escoffier, je pense qu'on est assez seul en fait. Mais moi, ce que je constate depuis une vingtaine d'années, c'est plutôt l'émergence d'énormément d'autres cuisines qui ont bien appris de ce que nous on faisait. Alors certes, André parle des produits, et c'est vrai qu'on a une dominance en termes de produits, mais il y a aussi beaucoup de pays qui ont des produits formidables. Et donc la vraie question, c'est qu'on n'est plus tout seul, alors qu'on a été tout seul pendant très longtemps, quoi. un mot Alors, là-dessus. c'est très intéressant d'écouter Nicolas. Il a écrit un livre que je vous conseille tous qui s'appelle La clé anglaise. Alors, on va y venir plus tard. N'allons pas trop vite en besogne. C'est mon meilleur représentant. Ouais, j'aimerais juste qu'on avance tranquillement. On va y arriver à cette évolution-là. Avant ça, voilà, dernier mot sur Escoffier. Peut-on considérer qu'il a ancré quelque chose dans le XXe siècle, qu'il a marqué ce début de siècle? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grands marqueurs comme ça. C'est-à-dire que le grand chef français du début du 19e siècle, c'est Antonin Carême. On va dire le grand codificateur, notamment vous parliez des sauces, c'est un peu lui qui a conçu cette architecture des sauces. La plupart existaient déjà avant, mais lui a vraiment, dans son ouvrage La cuisine française du 19e siècle, un peu tout structuré pour faire, on parlait de clé anglaise d'une certaine façon, c'est-à-dire que où vraiment un outil, on peut piocher, combiner, et c'est une encyclopédie de la cuisine. Et puis, on est là début 19e siècle, et Escoffier, lui, c'est la génération fin 19e, début 20e, lui, c'est l'âge des palaces. C'est cette cuisine qui rayonne dans ce nouveau lieu que sont les palaces, et il simplifie la cuisine de Carême, qui est d'une complexité considérable, et que ce soit visuellement ou pour, il le dit lui-même, Escoffier, finalement s'accommoder de l'ère du temps, c'est-à-dire notamment permettre un service plus rapide, eh bien, avec son guide culinaire qui paraît en 1903, il propose une cuisine alors plus simplifiée, je ne sais pas ce qu'on dirait ça aujourd'hui, mais plus simplifiée que plus simple que celle de Carême, clairement. Donc voilà, il incarne une époque, il incarne l'âge des palaces, il incarne ce rayonnement qui, à l'époque, en effet, n'avait pas de rival de la cuisine française. Donc voilà, il fait époque, tout comme Bocuse incarne une autre époque. Il y a comme ça des figures de proue pour différents âges. Et c'est aussi le début d'une internationalisation de la cuisine française, puisque à l'époque, on réussissait à Londres. C'est vraiment le moment où tous les grands, que ce soit Escoffier, même mon grand-père, avait vraiment explosé à Londres, ou en tout cas démarré à Londres, et c'était là qu'il fallait faire ses classes, dans les grands palaces, qui tout d'un coup faisaient vraiment évoluer plus loin que ce que la France faisait à la fin du 19e. Voilà, et puis on continue à avancer. Là, on va arriver dans le sujet, je sens Nicolas très bouillonnant à l'évoquer, mais c'est vrai, la cuisine du début XXe siècle, alors on pourrait parler de la National 7, ces restaurants, ces grandes familles, ces noms qui s'installent, le début du tourisme, et puis vraiment, enfin, la gastronomie s'installe, et je dirais, elle va vivre au moins jusque dans les années 80, 90 et 90, l'arrivée de ce qu'on a appelé à l'époque la cuisine fusion, qui a été assez maladroite sur le moment, mais je pense, je retiens ce que tu disais Nicolas tout à l'heure par rapport à la nouvelle cuisine, années 70, l'internationalisation, mais il y a eu cette deuxième vague, peut-être un peu plus fondatrice pour ce que l'on connaît aujourd'hui, les années 90, où après la nouvelle cuisine, on a vraiment une ouverture de produits qui arrivent et de chefs qui tentent de glisser dans leurs recettes et dans leur identité des choses qu'ils ont vues ailleurs. Oui, il y a eu vraiment un effet globalisation. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, je travaillais beaucoup avec William Ledeuil. Et William, il attendait l'arrivée de l'avion de Bangkok qui venait 2 fois par semaine avec des produits frais de Bangkok.
Aujourd'hui, les produits frais type la citronnelle, le coriandre, le galanga, c'est quotidien. Enfin, sur le salon, on peut en trouver partout. Et donc, en fait, il y a une explosion des possibilités à partir du moment où la globalisation est intervenue, et ça correspond vraiment aux 20 dernières années. Et c'est pour ça que je bouillonne toujours, parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression qu'on passe beaucoup de temps sur le passé, et il est effectivement glorieux, et moi je suis très admirateur de cette époque-là. Mais l'époque d'aujourd'hui pose énormément de défis à la cuisine française, et c'est ça qui me tarde toujours de discuter, en fait. Non, je trouvais que c'était bien de remettre un petit peu. Non, Voilà. Parce que je pense que tout le monde n'étant pas tout à fait au même fait que vous, je trouvais que c'était bien de planter un décor. Il faut laisser parler les comprenne. historiens, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai que c'est important. Comment est-ce que vous voyez, Loïc Bianassi, justement, cette évolution-là Là, à la limite, il y a presque deux sujets. C'est-à-dire que la manière dont la cuisine française, justement, intègre d'autres ingrédients, s'ouvre. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de la cuisine française, c'est d'avoir toujours évolué, quand même. Il y a des grands traits caractéristiques. Comme je le disais, on peut remonter à la Varenne, donc très loin, et comme ça, tirer des fils. Mais il y a quand même une évolution permanente. Et l'intégration de ces nouveaux ingrédients, et parfois, d'ailleurs, on est surpris, mais on voit dans des traités du 19e siècle des ingrédients exotiques déjà largement employés. Donc ça, c'est un trait, finalement, ça s'inscrit aussi dans une histoire longue. Donc ça, premier point, cette ouverture de la cuisine française. Et après, il y a le deuxième point, c'est la concurrence d'autres cuisines. Et là c'est un phénomène nouveau. C'est cette hégémonie qui est complètement battue en brèche, qui... Moi, je sais pas, je dirais depuis à partir des années 80, moi je dirais où vraiment on voit que d'autres cuisines sont considérées comme des grandes cuisines, rayonnent internationalement. Et je me demande aussi si parfois il n'y a pas quelque chose qui joue. On a évoqué depuis le début cette cuisine française comme étant une cuisine un peu, d'élite, on va dire ça comme ça. Et si d'autres cuisines ne sont pas davantage capables d'occuper des créneaux aussi de milieu de gamme, ce qui joue à leur avantage, ça leur assure un rayonnement international. Et on parlait de soft power, je pense, à la cuisine thaïlandaise par exemple, où il y a un vrai volontarisme politique. Et ça, c'est une cuisine qui peut sans doute jouer sur le haut de gamme, mais aussi sur le milieu de gamme. Et ça, souvent, la cuisine française, je pense, peine à le faire. Nicolas ? Oui, ça c'est très intéressant comme question. Moi, j'ai l'impression que le débat du soft power, il se fait toujours par le haut de gamme, en fait. C'est qu'il y a un moment, on a vu toutes ces cuisines ménagères, puis de rue, puis bistrotières. Il y a un moment où elles passent dans un format qui est effectivement élitiste, mais qui est aussi le moment essentiel où l'excellence apparaît. Et on l'a vu avec la cuisine péruvienne. On part du ceviche, mais on arrive bien plus loin parce que ça devient une cuisine très raffinée. Et en fait, on a toujours une base racinaire, authentique, mais on vient y apporter un raffinement, un sens de l'excellence. Et donc, on l'a vu avec la cuisine péruvienne. On est en train de le voir avec une thaïlandaise. Là, il y a eu un 3 étoiles qui s'appelle Sorn. Le premier 3 étoiles à Bangkok, c'est il y a 4 mois. Et c'est un restaurant de cuisine de thaï du sud, mais vraiment poussé au plus loin. Et la preuve absolue pour moi, c'est surtout que le Michelin vient de donner 3 étoiles à New York. Et ça faisait 12 ans que le Michelin n'avait pas porté 3 étoiles à un restaurant new-yorkais. Et ils l'ont donné à un restaurant coréen. Et donc, vous avez donc là encore, un peu comme le phénomène thaïlandais, vous avez une cuisine de Corée avec des ingrédients coréens qui sont fabuleux, la question de la fermentation, le kimchi, tout ce qu'on connaît maintenant assez bien, mais porté à un niveau d'élite. Voilà. Et c'est ça qui fait rentrer ces pays dans une logique de soft power, parce qu'en fait, ils arrivent à montrer qu'ils sont en train de jouer dans la cour des grands. Et évidemment, ils sollicitent ensuite le Michelin ou les 50 Best. Et ça leur donne des éléments pour montrer qu'en fait, ils ont des cuisines qui sont parmi les meilleures du monde. À quel moment on date justement ce que l'on connaît un peu maintenant? Enfin, je dirais, voilà, nous on a un peu les conséquences de tout ce qui s'est déroulé, je dirais, il y a une vingtaine d'années, où les cuisines viennent en France, où la France s'ouvre aux autres. Il y a beaucoup de cuisiniers qui viennent se former aussi chez nous. Moi, j'ai une date qui est vraiment clé. C'est vraiment la fin des années 90, en fait. 96, vous avez un moment clé de la cuisine française, c'est le moment où Joël Robuchon prend sa retraite.
du 59 points carrés et il transmet ses cuisines à Alain Ducasse. Et au même moment apparaît un génie espagnol qui est Ferran Adrià. Et donc c'est à partir de la fin des années 90 que Ferran commence à s'imposer. Il va avoir 3 étoiles en 97. Et à partir de ce moment-là, vous avez un tropisme espagnol pendant une dizaine d'années et qui est très puissant, avec une logique vraiment de réinvention de ce que fait la cuisine française. Donc vous avez ça. Et puis à la fin des années 90, vous avez un autre phénomène, c'est Alain Ducasse va ouvrir Spoon à Paris. Et c'est l'emblème de l'intégration des produits étrangers et des recettes étrangères dans la cuisine française. Et avec une envie de dire, qui est assez géniale, de dire on va mettre au service des produits et des recettes étrangères le savoir-faire français. Et donc vraiment, vous avez ces moments clés de la fin des années 90 où la France s'ouvre à l'étranger et aussi une cuisine, en l'occurrence la cuisine espagnole, vient chasser sur nos plates-bandes. Il y a un autre point, et là je vais rebondir sur ce qu'André Terrail nous disait tout à l'heure en venant vers vous sur le livre La clé anglaise que vous avez écrit, c'est aussi l'arrivée des réseaux. La façon dont tout d'un coup, en fait, la communication s'internationalise instantanément. Oui, voilà, donc ça c'est vraiment le début. Et puis après, vous avez effectivement les phénomènes d'avion, vous avez les phénomènes de low cost aussi. Hein. C'est qu'il y a un moment, moi j'ai souvent dit, en fait c'est plus pratique, si vous habitez Paris, c'est plus pratique de rejoindre Copenhague et d'aller chez Noma que d'aller chez Michel Bras. Vous prenez un EasyJet, un Ryanair, ça coûte pas très cher, vous êtes très vite à Copenhague, alors que pour aller à Rodez, pas évident. Et donc, et ça rebat les cartes, parce que ça veut dire que du coup, on se pose toujours la question de savoir qui sont nos concurrents, mais nos concurrents, en fait, ils sont à l'échelle de l'Europe. Et d'ailleurs, André va certainement témoigner là-dessus. Les clients qui vont chez André un jeudi soir, ils peuvent très bien être à Copenhague le vendredi midi et à Zurich le samedi soir. Et donc, on commence à avoir des clientèles. Alors, on est vraiment dans l'élitisme, hein, mais c'est là aussi où se forme vraiment l'influence pour moi. Et donc ces élites, elles commencent à comparer les restaurants les uns avec les autres, mais au niveau européen, voire au niveau mondial. Donc c'est assez fort. Et évidemment, à côté des low cost, vous avez l'impact des réseaux sociaux qui fait qu'en fait, vous avez vraiment un transfert d'informations. Moi, j'avais eu des discussions avec des grands chefs français qui disaient que dans leur brigade, ils étaient plus informés sur ce qui se passait dans les cuisines au Pérou que dans les cuisines de leurs voisins. Parce qu'en fait, les gens dans les brigades, ils regardent les réseaux sociaux et ils voient très bien ce que produisent les restaurants dans le monde entier. Donc effectivement, vous avez vraiment une globalisation instantanée qui est devenue vraiment très très puissante, quoi. Est-ce que les classements, vous avez parlé du 50 Best, mais le 50 Best, la liste pour être un peu plus complet, est-ce que tous ces classements, et dont le guide Michelin également, hein, ont contribué à faire résonner encore un peu plus fort la cuisine française Oui, ce sont devenus des baromètres très puissants, avec une vision assez global. Hein. Il faut regarder le classement 50 Best pour s'apercevoir qu'il y a des tables argentines, il y a des tables philippines, il y a des tables de tous les pays. Et donc, ça donne une photographie à un instant T de la cuisine mondiale. À ça, le guide Michelin a lui aussi accéléré et dans de nombreux pays aujourd'hui, et donc apporte aussi sa vision. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, maintenant, il n'y a plus de protection d'un pays par rapport à un autre. Tout le monde est à la même enseigne, et qu'on soit un grand ou un petit pays, on peut jouer dans la cour des grands, parce qu'en fait, les classements ne regardent pas la taille, ils regardent la qualité des restaurants, et donc tout le monde est à peu près à chance égale sur ce genre d'approche. André Terrail, vous confirmez, hein, votre clientèle, elle est devenue à la fois, on le sait, internationale, mais elle est aussi de plus en plus curieuse et au courant de ce qui se passe. Elle voit beaucoup de tables, elle compare beaucoup. Bien évidemment, il y a une dimension géopolitique dans la cuisine, aussi économique. On voit les centres de pouvoir, les nouvelles clientèles. Alors, la clientèle chinoise, tout le monde parle de la clientèle chinoise. Pour l'instant, elle prend du temps à arriver dans les grands restaurants en France. Mais bien sûr, les clientèles américaines, sud-américaines sont déjà là depuis longtemps. La clientèle anglaise, espagnole sont déjà très importantes.
les Russes, on les a pas maintenant, mais ils vont revenir un jour. Toutes ces clientèles-là sont vraiment mondiales et, exactement comme a dit Nicolas, sont tout à fait capables d'avoir une expérience un peu classique un soir et extrêmement moderne ou disruptive le lendemain soir, parce qu'elle adore zapper, elle adore raconter ses expériences. Alors, moi j'allais raconter ça sur le vin, mais ça s'applique aussi sur le restaurant. Il y a des collectionneurs de tables, comme on collectionnait à l'époque des vignettes Panini, qui adorent poster sur leur Instagram les 18 expériences et montrer à leurs petits amis ou leurs amis qu'ils en ont fait plus qu'eux, et peut-être qu'ils ont goûté un château Yarayas d'une année intéressante, et ils l'ont goûté à Hong Kong, et son pote à New York ou à San Francisco, il n'y a pas accès. Donc il y a une sorte de compétition mondiale. Je peux que confirmer ce que dit André. C'est exactement ça. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve dans une table à Hong Kong à valoriser un vin français avec une table de convives asiatiques. Et donc tout se mélange. Enfin, c'est assez impressionnant. Et ce qui peut quelquefois créer des incohérences, hein. C'est vrai qu'on connaît quelques grands amateurs de vin qui adorent boire du vin français systématiquement avec une cuisine japonaise. Est-ce logique ? Je ne prendrai pas d'avis, mais c'est leur goût. Donc on voit comment c'est les clients qui mélangent et qui veulent tout goûter tout le temps, et aussi aujourd'hui une élite mondiale qui a des gros moyens, des très très gros moyens, de plus en plus, qui est de plus en plus exigeante et qui est avide aussi de nouveautés. Et c'est peut-être là où la cuisine française, mais je pense qu'il y a déjà des pistes qui sont bien explorées, doit grandir et se remettre en cause. Un petit commentaire sur le guide Michelin qui est toujours absolument central, et surtout pour les chefs cuisiniers. C'est le guide référence à travers le monde. Néanmoins, force est de constater qu'il y a d'autres acteurs. Et nous, en tant que restaurateurs, on est très impressionnés par la montée des notes Google. Hein, c'est aussi simple que ça. Oui. Parce que quand vous tapez le nom d'un restaurant ou même vous sortez la carte, vous aurez immédiatement les notes. Et elles sont finalement assez légitimes et intéressantes. Et on voit bien l'impact que peut avoir Google, TripAdvisor et d'autres médias digitaux, ou voire même des influenceurs. Donc tout ça est totalement éclaté à travers le monde et crée une sorte de magma quelquefois difficile à suivre. Allez-y. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le Michelin, il consacrait un peu ce rayonnement de la cuisine française, c'est-à-dire que c'était la référence et lui-même était le guide de référence de la cuisine de référence. Oui. Et là, on parle de cette cuisine qui se fait un peu tailler des croupières, et le Michelin aussi. Et puis le Michelin, c'était aussi, ça s'inscrivait dans cette... Alors, c'était pas vraiment du discours, on va dire, parce que c'est très austère, le guide Michelin, mais de l'avis autorisé qui explique ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et maintenant, c'est une démarche plutôt, je dirais, par le bas, quand on parle de ces avis, c'est-à-dire que c'est une sorte de démocratisation. On ne voit pas le gastronome, alors anonyme du Michelin, qui dicte ce qui doit être apprécié ou pas. C'est collectivement des avis qui remontent. Et puis alors, ça c'est un premier point. Et puis, en effet, désormais, c'est concurrencé par d'autres guides qui, eux-mêmes, légitiment le statut d'autres cuisines. Donc, la crise, il y a quand même une certaine crise de Michelin, finalement, elle est révélatrice aussi alors le mot est peut-être fort, enfin c'est le cœur de ce dont nous parlons ici, d'une certaine crise de l'hégémonie, on va dire ça comme ça, de la cuisine française. Alors, un mot que André Taraille a prononcé, je pense sur lequel il est important de s'arrêter, c'est l'expérience. Ça, c'est quand même un mot qui revient. Est-ce qu'aujourd'hui, la gastronomie, je dirais, doit être expérientielle ? Faut-il se réinventer en permanence pour réussir à séduire des gens au fort pouvoir d'achat et dont les attentes sont toujours de plus en plus grandes ? Alors, c'est là où ça devient absolument passionnant, c'est que chaque restaurant doit raconter une histoire qui soit la plus cohérente possible. Elle peut être disruptive, ultra moderne, ça peut être un film comme Paul Perret, mais là on est déjà il y a 10 ans. Ça peut être Alexandre Gauthier, que Nicolas, tu sais, j'adore, qui va raconter une histoire très amusante. Moi, je l'appelle un peu le Harry Potter de la gastronomie, parce qu'on va vivre une histoire pendant 24 heures. Et donc il s'agit que chaque restaurant raconte son histoire. Donc il ne s'agit pas forcément de dire qu'on est meilleur, mais simplement d'être le plus cohérent possible avec son histoire. Forcément, nous, la Tour d'Argent, nous sommes, alors non pas dans la tradition, mais dans l'héritage, parce que l'héritage, c'est une tradition réinventée.
Donc on l'inscrit dans le 21e siècle et on s'est posé lors de la rénovation 1000 fois la question de chaque sujet, que ce soit les uniformes, est-ce qu'il faut garder le frac du maître d'hôtel? On est arrivé à la conclusion que oui, mais il fallait le redessiner, il fallait changer le tissu, on est parti sur un bleu nuit. Il y a tout un travail de fond qui fait que chaque élément va être contemporain. Et si on arrive à raconter une histoire cohérente du début jusqu'à la fin avec cette exigence de perfection qui nous amène à l'excellence, et ça va de l'accueil, et là, il y a quand même un langage universel, c'est le sourire et la gentillesse. Et la cuisine, avec une qualité de produit, une qualité de cuisine, finalement, on raconte une histoire cohérente. Après, disons aussi, aujourd'hui, il y a la technologie apporte aux cuisiniers et aux restaurants des outils fantastiques qui créent des ouvertures et une compétition mondiale de plus en plus féroce. Quand on, j'allais dire réinvente, c'est pas le bon mot, pardonnez-moi, mais quand on refait une institution comme la Tour d'Argent, y a-t-il une certaine crainte ou une crainte de la réaction une fois que tout sera terminé et que les premiers clients vont franchir la porte, notamment des clients fidèles qui, j'en suis persuadé, sont revenus assez vite pour voir? Bien sûr, on va chercher dans les yeux des clients cette approbation. Finalement, c'est nos premiers juges, c'est vraiment eux pour qui on a travaillé, on a tant investi. Ce qui est assez bluffant, même pour nous, c'est de voir à quel point des clients qui ont, comme on les appelle, qui ont la dent classique, qui ont une dent quelquefois très traditionnelle, sont rapidement convaincus et ne font plus forcément la comparaison entre un plat de l'époque ou un plat d'aujourd'hui. Finalement, leur cerveau a déjà effacé cette évolution et comprend le plat comme étant un plat contemporain. Et cela va aussi pour la manière dont on va servir le vin, pour la manière dont on va s'adresser à eux, pour toute l'expérience qu'on va construire autour d'une recette, de la porcelaine bien sûr, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un travail absolument incroyable sur les arts de la table, mais ça c'est peut-être encore un autre sujet. Non, je pense que c'est un vrai sujet. Nicolas Châtonnier? Alors moi je pense que tu as parlé d'expérience et André l'a bien raconté. Je pense que c'est un sujet qu'on a bien maîtrisé. Je pense qu'effectivement il y a quelques années peut-être on était encore un peu balbutiant sur cette question en France, et en fait aujourd'hui je pense qu'effectivement c'est un acquis que en fait, le client ne vient pas simplement se nourrir, il vient vivre des émotions et vivre un moment mémorable ou puissant en tout cas dans un restaurant. Moi, ce que je voudrais ajouter, et qui sont un peu les questions, à mon avis, qui sont posées aujourd'hui à la cuisine française, c'est qu'elle reste une cuisine longue, avec une durée longue de repas. J'ai vu que David Toutain a proposé la semaine dernière un repas en 1 heure. C'est un sacré défi. Yannick Aleno avait travaillé dessus aussi. Mais le format de la cuisine française, c'est quand même un format qui prend 2h30, 3 heures. Et je me pose la question de savoir si la clientèle mondiale, elle a envie de passer ce temps à table. Et c'est une des grandes questions de demain. Je pense qu'elle a une question aussi de culture. C'est-à-dire qu'en fait, la cuisine française, elle demande une éducation. C'est pas toujours simple d'être prêt à la goûter. Ça demande un peu une adaptation. Je pense qu'elle pose aussi la question du partage. On a des cuisines dans le monde entier qui font rêver les gens parce qu'elles sont partageables, parce qu'elles sont très très conviviales, et nous on est resté dans une logique à l'assiette, mais c'est notre cuisine, donc sauf si Loïc nous raconte bien avant ça se faisait, mais elle est quand même aujourd'hui très structurée sur un menu carte blanche ou pas, mais en tout cas un menu dégustation servi à l'assiette, et ça pose une question. Et je pense que la dernière question, c'est aussi une question assez simple, mais qui est une question de légèreté, de comment est-ce qu'on vit avec la cuisine française quand on veut faire autre chose après, sachant qu'elle est nécessairement quand même riche en produits, en sauces, du coup en protéines animales, en gras, et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions de public étranger qui sont peut-être moins enclins à goûter ces cuisines pour ces questions-là. Quels sont les pays étrangers qui sont les principaux concurrents de la France en termes de gastronomie, d'expérience de table?
ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive presque pas à les citer. Moi, en ce moment, je parle beaucoup de la Corée parce que je trouve que la Corée fait un travail de soft power. Il y a une dimension politique très puissante derrière et il y a des cuisines qui sont effectivement très axées sur la fermentation. Finalement, il y a moins de sauce que chez nous. C'est des cuisines qui sont assez légères à goûter, qui se partagent. Et donc, du coup, elles sont très puissantes aujourd'hui, elles sont très séductrices. On a vraiment aux États-Unis, il y a une demande incroyable de cuisine coréenne. Alors on la voit pas tellement en France aujourd'hui. Elle arrive, elle est progressive. On parle d'un projet coréen à Reims, d'un grand cuisinier coréen qui viendrait s'installer à Reims en 2025 ou 2026. Ce serait assez intéressant. Aujourd'hui, on la voit pas trop, mais à l'étranger, elle est très très puissante. Et c'est vrai que les gens ont une demande de cette cuisine coréenne. Et André va aussi, tu vas parler de la cuisine japonaise, parce que tu la connais mieux que nous ici. La cuisine japonaise, vous avez vu la puissance qu'elle a dans le monde entier aujourd'hui, quoi. Alors, un mot André Terrail, et ensuite j'aimerais vous poser à chacun une question et nous allons conclure, ce qui nous reste 4 minutes. Très rapidement, en tout cas, on peut se féliciter tout de même que Paris reste une des capitales, si ce n'est la capitale de la gastronomie mondiale, de par les étoiles Michelin aussi, mais comme tu l'as dit, pour un chef coréen qui va s'installer à Reims, un peu comme une consécration, on a l'impression que s'installer à Paris, pour un chef que ce soit Kei Kobayashi, que ce soit Nico Romito, on a l'impression que c'est un peu le New York de Frank Sinatra. L'aboutissement, c'est d'avoir son établissement à Paris, parce que là, on s'est confronté au meilleur. Oui, tu as raison. Donc un petit cocorico tout de même. Alors pour terminer, la dernière question, pour répondre à ce qui nous amène ici, déclin ou renaissance? Nicolas Chatenier, on va commencer par toi. Allez, ce sera le mot de la fin. Non, je ne parlerai pas de déclin parce que je pense que le déclin, c'est un mot trop fort. Je pense que par contre, il y a vraiment un coup donné à notre leadership. C'est qu'on avait vraiment été habitué à un leadership sans conteste et vraiment une sorte d'hégémonie. Et moi, je pense que ça fait depuis pas mal de temps qu'on n'est plus hégémonique et qu'il faut prendre acte de ça, tout en étant un endroit de savoir-faire unique. Ça reste la France, mais on a vraiment été rattrapé par des concurrents qui sont très bons. Loïc Bianassi. Oui, non, je fais un peu la même réponse. C'est-à-dire que c'est un déclin relatif, mais pas absolu. C'est-à-dire que la qualité, je pense, est toujours considérable. On peut reprendre, là, on parlait des produits, des hommes et des femmes qui pratiquent cette cuisine. Mais par contre, il y a une montée d'autres cuisines. C'est-à-dire que, je veux dire, la France est restée, je vais dire ça de manière un peu naïve, mais au même niveau, on va dire. Mais par contre, désormais, il y a une concurrence qui n'existait pas avant. Donc c'est surtout ça. Donc c'est un déclin dans l'hégémonie, mais pas dans le niveau à proprement parler, je pense. André Terrail, ce serait le dernier à intervenir. Ni l'un ni l'autre, mais disons-le, il n'y a jamais eu une telle effervescence dans la grande cuisine en France, que ce soit à Lyon, à Paris, dans les régions, par les relais châteaux, des expériences absolument extraordinaires. Et puis, quel autre pays offre autant de confréries gastronomiques, de concours gastronomiques, que ce soit le pâté croûte, l'œuf mayonnaise, ou des versions le Bocuse d'Or qui démarrera demain. Le Bocuse d'Or, le Syrah omnivore. Il y a une sorte de passion française qui est extraordinaire. Et puis la grande cuisine c'est exactement l'opposé. Elle est multiple. Elle démarre à 5 ou 15 euros et elle va terminer à beaucoup plus cher. Et c'est ça qui est merveilleux dans la grande cuisine française d'aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation et merci. Pour vos échanges. Je vous invite à applaudir, s'il vous plaît, André Terrail, propriétaire de la Tour d'Argent, Loïc Bianassi, historien de l'alimentation, et Nicolas Chatenier, auteur et expert de la gastronomie. Et nous allons, après 10 minutes de pause, nous retrouver ici même pour parler de la nutrition des seniors. À tout à l'heure.
drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the